Direction le grand studio de RTL du 29 décembre 99 pour les grosses têtes dans la nuit des temps, avec ce jour-là autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Thierry Roland et Stéphane Bern. De Monsieur Rapin, pour quelle raison les généraux américains accordèrent-ils une trêve de 2 heures aux Japonais le 12 juin 1945 au moment de leur reddition? C'est-à-dire qu'ils leur ont dit, d'accord, vous déposez les armes, mais nous neutralisons pendant 2 heures toutes nos opérations. C'était une fête américaine? Non. Rendez-vous dans 2 heures. Ça avait quelque chose à voir avec l'empereur? Non. Avec une tradition américaine ou pas? Non, japonaise. Il voulait leur laisser le temps de se faire harakiri? Exactement. Ceux qui voulaient se suicider ont eu 2 heures pour le faire. Une excellente réponse de Thierry Roland. Est-ce qu'on sait combien il y en a eu qui ont fait harakiri? On a une idée du nombre de Japonais qui se sont suicidés à ce moment-là? Oui, beaucoup. Regardez, en 40, la flotte française s'est sabordée à Toulon. Oui, absolument. Mais pas nos généraux. Ils ne se sont pas suicidés pour autant. Hein. Si nos généraux s'étaient suicidés, il n'y aurait plus personne dans l'armée, quoi. Et si les hommes politiques avaient fait commis des méfaits ou des actes répréhensibles, se suicidaient, il n'y aurait plus personne pour diriger. Génocide, là. Ouais. Ce serait... Il y en a qui sont toujours vivants, mais qui sont tués politiquement. Ah oui. Il y en a même, on croit qu'ils sont morts. Regardez Voynet, est-ce qu'elle va survivre? Moi, je pense. Mais non, parce que maintenant, elle a les ailes mazoutées, tout. Non, elle va. Non, puis elle va. Mais ils peuvent la passer au détergent. Non, mais. Ils ont une machine, j'ai vu. Ils n'ont pas besoin, je l'ai vu, là, elle est lessivée. Hein. Elle est lessivée. Mais s'ils la mettent dans le tambour, là, c'est... T'as vu, en ce moment, il y a une mode, c'est qu'il faut se retirer des affaires publiques. C'est-à-dire la grande mode des hommes politiques maintenant, c'est de dire bye bye. Voilà, je m'arrête avec On l'a dit hier avec Philippe Vasseur. C'est pas nouveau, mais il y a eu Doufiag. Si on peut plus prendre dans les caisses. Ben oui. C'est pour ça qu'il va y avoir de la place bientôt pour Jean-Yann et Jean-Pierre Coff. Ah oui. Ils se préparent sérieusement. Ah oui. Un exemple pour Élisabeth II et pour Régnier de Monaco, c'est la prochaine abdication du grand-duc Jean de Luxembourg. Absolument. Lui, il a en quelque sorte intronisé son grand garçon, Henri, qui, je le rappelais, est venu écouter les grosses têtes. Je l'ai rappelé sur RTL l'autre jour quand j'ai fait le commentaire de cet événement, parce que c'est arrivé donc vendredi soir lors de ses vœux de Noël. Le grand-duc Jean a annoncé qu'il cédait au septembre 2000 la place. Oui, pas tout de suite. Il laisse quand même le temps de préparer. D'abord, il faut changer l'effigie sur les billets de banque. Surtout, en plus, c'est l'euro, c'est pas facile. Les pièces de monnaie, tout, puis préparer la succession. Mais c'est vrai que moi, j'étais assez ému parce que d'abord, j'étais à Luxembourg quand le grand-duc héritier l'a appris. Et il me l'a dit, et j'ai fait l'interview à ce moment-là. Donc, vous trouviez par hasard à Luxembourg? Pas par hasard, j'imagine. Si on m'avait fixé cette date-là, c'était Et donc, j'ai pu dans le Figaro samedi sortir la première interview du mais j'ai vu votre interview, c'était... On n'est jamais par hasard à Luxembourg. Première interview du grand-duc du Luxembourg. Oui. Attendez, c'est un chef d'État, il y a un peu de respect, monsieur Bénichou. J'ai du respect, moi. En plus, j'ai du respect pour sa couronne et j'ai du respect pour l'homme. D'abord, rendons hommage au grand-duc Jean, parce que lui, au moins, il a fait la guerre et c'est lui qui a libéré lui-même son pays. On oublie de dire, c'est un des derniers de la dernière guerre mondiale. C'est un personnage très curieux, très pittoresque et très amusant. Très. Un jour, il m'a expliqué que il était appelé dans sa fonction à juger les gens, à se faire une opinion très rapidement sur ses interlocuteurs. Et qu'il ne regardait pas le visage comme d'autres, ni les mains, mais les chaussures. Absolument. Et surtout, la façon dont on les entretenait. Parce que lui, il tient à les cirer lui-même. Et il crache dessus. Ah, il crache dessus. Et vous savez, c'est une vieille... il a appris ça à l'Académie militaire de Sandhurst. Parce que tous les rois, beaucoup de rois sortent de Sandhurst en Angleterre, l'Académie militaire, et lui a été dans les Irish Guards, je crois, pendant la guerre. Et c'est vrai qu'il cirait les chaussures tous les matins. Et vous avez un peu ciré les pompes. Mais je sais, parce que vous commencez quand même le premier vocatif de votre interview, Monseigneur. Ben oui. Ouais. En plus, moi, je suis à moitié luxembourgeois et mon cœur est plutôt luxembourgeois, donc je dis Monseigneur parce que c'est mon prince. C'est quelqu'un de votre génération. Vous auriez pu dire alors Riri. Vous êtes gentil, mais il a 10 ans de plus que moi d'abord. Et ensuite, je vous rappelle, cher Philippe, que Monsieur
n'est que la formule contractée de Monseigneur. Oui. Donc quand je dis monsieur à quelqu'un, je lui dis en fait Monseigneur. Alors vous aviez qu'à dire monsieur à Monseigneur. Non, je préfère dire Monseigneur à tout le monde. Ouais. Ouais. Oh, puis on peut avoir un cœur numéroté au Luxembourg. Ah non, alors là, je ne peux pas laisser dire ça sur une radio luxembourgeoise. Parce que je vais vous dire une chose, il y a 211 banques à Luxembourg, la sélection est très dure et chaque banquier est pénalement responsable des comptes qui sont ouverts dans son établissement. C'est-à-dire que s'il y a du blanchiment de l'argent, si l'argent sait pas d'où ça vient, le banquier il va en tôle. Non seulement ça, mais l'argent est confisqué et va nourrir un fonds de lutte contre la toxicomanie. C'est radical à Luxembourg. Bon, alors voilà. ça, Alors si c'est de l'argent légal, quel intérêt on a à le mettre dans un paradis fiscal? aucun. Mais c'est pas un paradis fiscal d'abord. Simplement les comptes sont pas numérotés, pardon, ils sont rémunérés. Ce qui Alors n'est le pas prince le cas. vous a dit qu'il serait plus relax que son papa. Il le juge coincé? Mais c'est pas ça, mais c'est vrai que par exemple, moi j'étais le premier aussi à interviewer le grand-duc qui parle, le grand-duc Jean, et c'est vrai que j'ai mis 5 ans avant d'obtenir l'entretien, c'est le seul Vous êtes resté interview. 5 ans à Luxembourg? Non, attendre. Non. C'est rien, 5 ans pour un scoop pareil, c'est rien. Et alors, les 5 ans à Luxembourg, C'est un pays merveilleux, j'embrasse tous les luxembourgeoises. et les T'as beaucoup luxembourgeois. d'oseille là-bas? J'ai pas d'oseille, j'ai de la famille moi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Moreau. Quels sont les 5 sports qui ont disparu des Jeux Olympiques? Mon petit Thierry. L'athlétisme, la natation. Le rugby? Alors, le rugby a disparu. Ensuite, un sport extrêmement populaire, mais bon... la pétanque, non? La pétanque a figuré une année. Une année, oui. Une année. Le cyclisme? Ah non, un très vieux sport. Bon, qu'on ne pratique plus aujourd'hui, mais qui... La boxe française. Non, non. Non, la boxe. La ça y est lutte, toujours. la lutte. Non, non. La lutte, ça y est toujours. Un sport qui était en vogue au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le jeu de paume. Le jeu de paume. Alors, le jeu de paume et le rugby. J'en fais le serment, hein. Le jeu de paume. Ensuite, quelque chose qui marche très fort aujourd'hui, qui s'est même démocratisé, mais qui n'a pas accès. Le golf. Non, c'est que Le polo. Non. La pelote Alors, basse. si, le polo. Le polo. Le tennis, c'est pas... Non, le tennis. Et le tennis. Non, mais lié aux Jeux Olympiques, le tennis. Ah Il y non. est. Ah non, il y est bah pas. comment? Mais attendez, Steffi Graf a été championne olympique. Ah non, mais ça. Là, vous pouvez là. Ah, ça, le. Ah oui, pardon, il y a une erreur il a de... des fiches Non, bidons non, mais pour non. pouvoir. Il y a une erreur de lettre au début, c'était le pénis. Ah, le pénis. Ah, le pénis, oui. En pension, évidemment. Oui. Mais il en manque un quand même, alors. Oui, quelque chose qui était assez offensif, mais qui a beaucoup plu à nos aïeux, plus que l'escrime. L'épée? Non, pas l'épée. Le sabre, non, pas le sabre. Ça faisait appel à une autre technique offensive. Lancer le boulet, là, Ça se passait à pied? À pied. C'est pas un exercice de tir, non, ça, non. Si, exactement. Le tir à l'arc. La catapulte? Non, Non. le tir au pistolet de duel. Ah oui. Oui, mais le tir, il y est toujours. C'est donc une très bonne réponse sur des questions Ouais. un peu moins bonnes. Oui. Oui. Bravo. Tiens, il y a une dépêche là de Sofia. Il y a 200 Bulgares qui aujourd'hui encore sont prénommés Staline. Oh là là là. 200 Bulgares. C'est les Bulgares de l'Est. Non, des Bulgares du Nord. Il y a Saint-Lazare aussi. Vous savez pourquoi? C'est parce que les Bulgares ont été tellement martyrisés par les Turcs que l'occupation russe, soviétique, leur assemblée du velours. Ah, c'est pour ça, alors. Oui, moi, je suis allé en Bulgarie plusieurs fois, je vous raconterai une autre fois. Hein, d'accord. Et il y a 50 femmes qui se prénomment Stalina ou Stalinka. Staline, Stalinka. Enfin, Oui, ça va bien. Ça va hein. bien, oui. Il n'y a pas de Khrouchtcheva, en revanche. Il n'y a pas d'Eltsina. Eltsina, veux-tu remonter de la cape? Ben, il survit, hein, Il quand survit. même. Enfin, on a la preuve, encore une fois, que l'alcool, ça conserve. Oui, mais dans quel état hein Oui, bon, bah. Tu pourrais le marier avec Type qui fait- la reine la reine Victoria. mère. C'est vrai, une marque de vodka, Eltsina, et puis peut-être des laveries Monica.
Oui. Une bonne Et chaîne des de cigares laverie. Clinton et des... Ça serait bien. Elstine n'a pas du tout donné la preuve que ça conservait, il a donné la preuve que ça saoulait la vodka. Ça c'est sûr. Oui. Tiens, une question pour vous, mon cher Stéphane, de Madame Marcy. Pourquoi y a-t-il eu tant de nouveaux nobles dans les années 1920 ? Parce qu'après la guerre, où beaucoup de C'est nobles, tout, c'est agaçant. beaucoup d'aristocrates étaient tombés au champ d'honneur et n'avaient dit pas bien les choses, en ils plus, n'avaient pas hein. de descendants. Et donc, leurs neveux, en général, relevaient ce qu'on appelait relever le nom. C'est-à-dire il relevait pas l'aristocrate Non. puisqu'il était mort, mais il relevait le nom, puisque le nom était tombé en déshérence au champ d'honneur. Ils allaient voir le garde des Sceaux de telle sorte qu'ils pouvaient prendre le nom de la personne qui était morte. Oui, sans mais il n'y avait descendant. pas que les neveux, hein. Non, mais tous les gens qui pouvaient financer l'affaire en rachetant un titre avaient le droit. Absolument. Hein, il fallait, après-guerre, surtout, il y a eu une inflation dans les années 1920, parce que justement, il y avait beaucoup on laissait faire ceux qui avaient un nom illustre qui était tombé au champ d'honneur. Giscard, c'est en quelle année? Alors, Giscard, c'est dans ces années-là, effectivement. Oui, D'abord, oui. il avait essayé la tour fendue. Oh, vous imaginez un président de la tour fendue? Et Giscard de la tour fendue. C'est De Gaulle qui disait de Giscard, il a un nom d'emprunt. Oui, parce que l'autre lui avait dit, je vais faire un emprunt, quel nom vous allez lui donner? Bah, le mien, l'emprunt Giscard. Il dit, bah oui, faut dire que c'est un nom d'emprunt. Et puis un jour, il visitait avec le comte de Paris, à l'époque j'étais encore copain, on me l'avait raconté, et ils étaient au musée de Pau, ils visitent le comte de Paris et Giscard d'Estaing visitent le musée, et il y avait un tableau de l'amiral d'Estaing. Et puis le comte de Paris dit, je crois que vous connaissez de vue. Dites donc le dopage, alors partout maintenant, hein. Bon, je vous en veux pas à vous, Thierry. Ah bah non, bah encore. Mais en Italie, on a publié une liste de 22 athlètes de premier plan qui sont mouillés jusqu'à la garde. Alors il y a des gens dont tous les noms sont encore dans nos mémoires: Chiappucci, Sorensen, Bugno, Bontempi, Di Santa, vous le connaissez? Oui, ils sont très connus. Tu penses qu'on connaît pas un? Là, jusqu'à présent, il ne s'agit que de coureurs cyclistes. Oui. Il paraît que même les commentateurs sportifs vont se mettre à se piquer un peu pour arriver à suivre tout ça, tellement ça va vite. Mais attendez, il n'y a pas que les cyclistes. Il y a une nageuse allemande qui a fait une déclaration. Elle a Ancienne nageuse est-allemande. Elle s'appelle Simone Ozigus. Ah oui, c'est un nom est-allemand, ça, Ozigus. Et elle dit, il est impossible de monter sur le podium sans se doper. Alors, c'est clair. Mais c'est elle qui avait été, vous savez, les nageuses est-allemandes, il leur insufflait de l'air, c'est ça, Thierry. Oui. Et puis, il faisait des transfusions sanguines, surtout. Ou il leur insufflait de l'air, ou il leur faisait manger des haricots hollandais. Des tarbés. Vous mangez une assiette de tarbés, c'est Concorde, quoi. C'est... Dans ces périodes de fête, ça économise les pétards. Ouais, mais après, on s'étonne des trous dans la couche d'ozone. Hein. Et puis, confirmation du dopage de Dieter Baumann. Ah, ça tombe, comme à Gravelotte. C'est un athlète allemand. Oui. Non, mais je crois que c'est vrai qu'il y a des champions qui se sont dopés, mais enfin, est-ce qu'il y a des journalistes sportifs qui se dopent aussi avant de prendre l'antenne? l'antenne? Pas à ma connaissance, mais c'est possible qu'il y en ait qui le fassent. Enfin, mesdames et messieurs, vous qui n'avez pas les images, il faut vous dire que sur la table de Thierry Roland, comme petit dopage, il y a 4 verres vides, une bouteille pleine, et ça carbure au scotch quand même. Hein. Alors si ça, c'est pas du dopage pour commenter l'actualité. Non. On avait des copains, c'est pas leur faire offense, mais par exemple, moi j'ai fait le Tour de France. Une fois à Pau, on trouvait plus l'arrivée, tellement on était dopés. Moi, j'ai fait qu'une fois le Tour de France avec un type très sympathique qui d'ailleurs a disparu très rapidement. Je crois qu'il s'appelait Dunant, c'est ça? Ah oui, mais Dunant, un grand. C'était un Très grand journaliste. Le matin, il trempait quand même ses croissants dans du pastis. Ricard, ouais. Oui, mais c'est une question d'habitude, Faut commencer tôt. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. C'est la suite de vos grosses têtes dans la nuit des temps, des grosses têtes du 29 décembre 1999, avec Philippe Bouvard entouré de Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Thierry Roland et Stéphane Bern. Quelle différence entre un faire-part de mariage à l'anglaise et un faire-part de mariage à l'italienne? La langue?
Non. Alors, c'est pas seulement dans l'écriture, c'est aussi dans la personne qui... Dans le libellé. Dans le libellé, voilà. C'est que, alors, je sais plus si c'est en Angleterre ou en Italie, mais dans l'un, c'est les parents qui annoncent leur mariage, Exactement. et dans l'autre, c'est les mariés qui annoncent leur mariage. Exactement. À l'anglaise, c'est les parents. À l'italienne, c'est les futurs époux. Voilà. Bonne réponse de Stéphane Bern. Vous connaissez bien le protocole, hein? Oui, vous me direz, ce sont des choses futiles et inutiles, mais bon. Pas du tout. J'ai emmagasiné ça, alors ça ressort. Heureusement, je viens aux grosses têtes pour ça. Ça permet de le sortir une fois de temps en temps. Ça évente mes informations. On n'a pas demandé de faire un numéro d'autosatisfaction. il connaît 3 conneries, alors il dit je suis un mec formidable, tout ça, ouais, c'est pas mal, ouais. Je vois pas à quoi ça lui sert de savoir ça. De toute façon, t'épouseras jamais une anglaise ni une italienne, tu te marieras avec une française, monsieur. Voilà. Il n'en reste plus beaucoup. Non, mais surtout, c'était pas un numéro d'autosatisfaction, contrairement à ce que vous pensez, cher. Quand est-ce que vous allez vous marier, nous faire des petits bernes? Oui, T'envisages de te marier, là? Oui, vous avez vu la tête que j'ai? Non, attends, c'est pas la tête qui compte. Oui, je bien. Vous voyez quand même plein de jolies et riches héritières. Oui, mais alors, on les voit en passant, hein. Mais vous apporteriez à ces gens-là un peu de sang frais? Oui. Non, mais ce que je dis surtout, c'est que j'aurais trop peur de leur faire un mariage avec un roturier, vous voyez. J'aime trop qu'elles restent entre elles. Enfin, je veux dire, entre gens de même sang. Vous n'êtes pas roturier, vous appartenez à la grande famille des Bernes du Figaro. Du Figaro. Mais tu pourrais peut-être nous prendre une chouette petite actrice, là, non? Bah oui, finalement. Là, il y a du beau linge. Quoi faire? À Monaco, vous n'êtes pas tenté? Non, je me suis pas lancé dans la chanson encore, donc... vous voulez pas Stéphanie? Il a pas... Caroline, vous avez peur du nouveau? Non, mais ça y est, elle est remariée. Mais il y a Albert qui est toujours disponible. Il y a un problème de sexe, là. Faut reconnaître. Et puis il n'aime pas, contrairement à ce que vous pensez tous, il ne mange pas de ce pain-là. Tous ses copains de bobsleigh l'ont dit. Mais non, mais bon, il est coincé dans son bobsleigh entre deux. Il a arrêté d'ailleurs. Attendez, 4 garçons dans une boîte. 4 filles sur la plage, n'importe, là, les 4 filles en bateau, il y avait Je vais vous dire, il s'en est tapé, Albert des Gonzesses. Ah, mais oui, croyez-moi. Ah oui. Et il s'en est tapé un paquet, puis des belles. Et puis des belles, en plus. Et des copines à moi. Ah oui? Ah oui. Je peux vous le dire, oui. C'est incroyable de voir comment les réputations des gens sont faites. Ouais, c'est vrai. Quand à 40 ans. Je trouve assez chic, moi, quand on parle d'un prince, on dit il s'en est tapé Albert des Gonzesses. Non, moi je trouve ça assez chic. Et il s'en est tapé Albert des Gonzesses. Puis je vais dire. Puis pas d'État. Hein. Il s'en est tapé d'État, mais pas d'État. Hein. Ah, il s'y connaît l'Albert. Non, je m'en prie, monsieur. Je m'en prie. Mon petit Thierry, comment vous savez ça? Il fait pas ça sur les stades. Mais attendez, la première interview d'Albert, c'est moi qui l'ai faite. La première. Ah non, la première interview, c'est le gynécologue qui l'a eu, parce que non, c'est vrai. Non, mais parce que c'était déjà une star dans le ventre de sa maman. Et quand il a gazouillé la première fois, c'est le gynéco qui a entendu. Ouais. Il connaît même la vie intra-utérine. C'est te dire. Il les connaît avant leur naissance. Est-ce que vous les connaissez après leur mort aussi? Bien sûr. Est-ce que vous parlez avec le comte de Paris? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ils auront pas l'oseille, les mômes? Il vous dit quoi? Non, vous aviez fait donc la première interview du prince. Et alors, comment ça s'était passé? Oui. Et là, il vous a dit, qu'est-ce que je m'en suis tapé? Ah non, mais il était jeune à l'époque. Il était tout jeune. Mais comment vous avez été au courant de ces relations avec des dames? Mais parce que on l'a vu avec plein de jeunes femmes. Ah oui, mais c'est pas parce qu'on le voit. Mais attends. Déjà, en bobsleigh, il monte à quelle place? Il est devant, derrière ou au milieu? Je crois qu'il est au milieu. Ah, c'est pour son anniversaire, ça. Mais non, mais c'est incroyable. Non, mais dans le bob, c'est une question de poids. Mais voilà, c'est ça, c'est une question de poids. C'est une question de poids. Il le dit, Thierry, il connaît ça par cœur. Mais quand les gens sont pas mariés à 40 ans, regardez ce qu'on avait dit sur le pauvre Philippe de Belgique. Il s'est marié, voilà, tout le monde est content. Alors comment va le couple? Vous avez bien, ils sont aux Maldives, là ils vont bien, ils m'ont téléphoné, enfin ils ont envoyé une petite carte, tout va bien, ils ont pris le soleil et ils rentrent là, voilà. Ouais. Ils rentrent, ils ont une joyeuse entrée le 18 janvier.
Mais Philippe, il a pris que le soleil? Non, mais il a bien travaillé, je crois. Bientôt, on va avoir un tiroir. On va pouvoir ouvrir le tiroir. Il s'est mis à l'établi, donc. Voilà. Il a mis le nez dans le guidon. Regardez, le pauvre Jospin, parce que là, vous l'avez vu en train de monter comme ça, d'être porté, mais il était au Japon il y a pas très longtemps, le pauvre Jospin. Ah oui. Et alors, il pensait qu'on allait relater sa visite. Personne n'en a parlé, sa pauvre visite. Ils avaient tous l'œil rivé sur le ventre de la princesse héritière Masako. Ah oui. Et alors, Jospin est passé à l'as complètement. Il était furieux. C'est la prochaine fois, il avait emmené Sylviane pour une fois. En plus, c'est la première fois où il y c'est la allait, première fois il a emmené Babonne, enfin ma Sylviane. Non, mais on est très familier, mais pardon. Elle est charmante. Non, je l'aime beaucoup, puis elle est intelligente surtout. Sylviane, non, c'est une philosophe. brillantissime. Je pense que quand il sera plus Premier ministre, elle l'aidera beaucoup. À mon avis, oui. Donc voilà, nous auscultons encore le ventre de Masako et rien ne laisse supposer qu'elle est enceinte. Voilà. Quoi, on n'est pas sûr qu'elle soit enceinte? Mais non. Oh là Mais là. quel réveillon je vais passer, moi. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.